Chaussures lacées, ceinture à munitions bouclée, couteau aiguisé, Schwarzenegger est paré au combat. Grand et athlétique, le soldat en impose sur le champ de bataille. Celui qui aurait l'audace de le sous-estimer commettrait une monumentale erreur. Et après 10 années à servir dans l'armée, ce n'est certainement pas ici qu'il compte mourir. Même si, il le sait, l'offensive ennemie n'est plus qu'une question de minutes. Le sol se dérobe sous ses pas. Ces salauds ont fait sauter le bâtiment où il patrouillait. Certes, rien qui ne puisse venir à bout du sergent-chef, car rien ne lui fait mal sauf la souffrance, mais l'explosion l'ensevelit vivant sous les ruines. Il n'y a plus qu'à espérer que ses camarades ne mettent pas trop de temps à le sortir de là. Des minutes passent, qui se transforment en heures, puis les jours se succèdent. Au terme de 3 nuits à agoniser, quelqu'un finit par l'extirper des décombres, le sommant de le suivre s'il veut vivre. Conduit à l'hôpital, Schwarzenegger est sauvé. Mais dans quel état? Le dos cassé, les jambes perforées par des éclats d'obus, l'estropié se voit contraint d'abdiquer. Pour lui, la guerre est terminée. Réunis à la taverne du village, Schwarzenegger et ses voisins ont pour habitude d'arroser la fin de semaine autour d'une bonne bière. Parfois, femmes et enfants sont autorisés à se joindre à eux. Dans cette ambiance gaillarde, il arrive que son fils vienne le questionner sur ses expériences passées de soldat. Il n'y a rien à en dire, lui répète-t-il immanquablement. Il y a beaucoup à dire au contraire, rien de très glorieux, c'est bien le problème. Les actes de son père, restés cachés de son vivant, le petit Arnold n'en prendra connaissance qu'une fois adulte. Il m'a fallu des années pour comprendre que derrière cette façade affable se cachait de l'amertume et de la peur. On grandissait parmi des hommes qui avaient le sentiment d'être des ratés. Je les entendais en parler entre eux, ces hommes, lorsqu'ils avaient bu. Ils étaient en colère. Ils essayaient de refouler leur rage et leur humiliation, mais la désillusion était profondément inscrite dans leur chair. Imaginez un peu, on vous promet que vous allez devenir citoyen d'un formidable nouvel empire. Au lieu de ça, vous rentrez chez vous et vous trouvez un champ de ruines. Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard, en 2003, alors qu'Arnold Schwarzenegger fait campagne pour le poste de gouverneur de Californie, que les médias se décident à révéler au grand jour le passé de son père, Gustav, un nazi de la première heure. The national press, the Hollywood elite, and the politically connected have all gathered here to witness a great night for America, a great night for democracy, and a great night for game shows. It's time for Who Wants to be Governor of California? The Debating Game! Qui veut devenir le gouverneur de Californie? Sous le soleil brûlant de l'été 2003, beaucoup de monde. 135 citoyens pour être précis. C'est que l'événement est historique, une révocation populaire est en marche, consistant à destituer de ses fonctions un élu jugé incapable d'accomplir correctement sa charge. Dans ce cas de figure plus que rare, aucune révocation n'avait abouti depuis 1921 en Dakota du Nord, faute de signatures suffisantes, les conditions pour se présenter sont amplement moins compliquées qu'à l'accoutumée, 65 signatures et $3 500 suffisent à être éligibles et il n'y a pas de primaire. C'était prévisible, nombre d'inconnus en profitent pour glaner de la publicité en s'autoproclamant potentiel gouverneur, tels que le sumo Tashikaze, le chasseur de primes Léonard Padilla, des professeurs, des avocats, des hommes d'affaires, des banquiers, mais aussi le producteur de cinéma pornographique Larry Flynt, l'ancien enfant star Gary Coleman, ou encore la hardeuse Marie Carey. Au cœur de cette mascarade, et même si Ronald Reagan et Clint Eastwood ont déjà prouvé que des acteurs pouvaient faire carrière en politique, la candidature d'Arnold Schwarzenegger pourrait presque paraître aussi frivole que celle des autres, à l'importante différence près que l'exterminator s'était impliqué dans la vie publique des États-Unis depuis longtemps déjà. Un homme qui a joué dans Un flic à la maternelle a toute l'expérience qu'il faut pour traiter avec les parlementaires, avait plaisanté le gouverneur Pete Wilson en accueillant Arnold sur scène en 1994.
Une blague qui ne croyait pas si bien dire, car ce dernier en rêvait secrètement depuis quelque temps, avant même le clin d'œil de Demolition Man. Oui, la fondation du président Schwarzenegger. Ne dites pas qu'il a été président. Quand, en 91, Richard Nixon, qu'il admirait malgré son impopularité et le scandale du Watergate, lui promit de le soutenir s'il se présentait. À cette époque, Arnold était en quête de nouveaux défis après 10 années de bons bains de sang devant les caméras, s'essayant à l'action politique sous l'administration de George Bush père, qui lui avait confié un mandat de 3 ans au sein du President Council on Physical Fitness. Désormais, l'idée a fait son chemin, le voilà aux portes du pouvoir. Et il devait s'y attendre avant de se jeter dans la fosse au lion. Tous les coups sont permis. Dès le lendemain de son annonce surprise au Tonight Show de Jay Leno du 6 août 2003, les médias jettent un froid. Le problème du nazisme d'Arnold, les archives autrichiennes révèlent le rôle militaire nazi du père de l'acteur, Schwarzenegger admirait Hitler. Parmi les accusations faciles et les titres racoleurs, certains articles sont de véritables investigations pour s'assurer de bien cerner celui qui est susceptible d'administrer la Californie. Because the last thing the state needs is Governor Arnold Schwarzenegger. I mean, in fact, it is very important that the people of California know now who you really are. S'il peut saigner, on peut le tuer, pense sans doute Ariana Huffington, une concurrente sérieuse pour le poste de gouverneur. Pour Arnold, se justifier sur de tels sujets est presque devenu une habitude. Ses origines autrichiennes ont toujours suscité des suspicions et provoqué des malentendus. Cela, cumulé aux rumeurs affirmant son appartenance au mouvement néo-nazi, l'a régulièrement confronté au courroux des journalistes. Le passé trouble de son père finit d'obscurcir un tableau aux teintes sombres. Alors quels sont les projets de cet immigré pour son pays d'adoption ? Quelles convictions cimentent son idéologie ? Amène-t-il avec lui le patrimoine politique de ses origines, cherchant à l'inoculer dans l'ADN de son parti ? Est-il un extrémiste de la droite dure, un businessman n'aspirant qu'à réduire l'État et augmenter les libertés ? Qui est vraiment Arnold ? Sachant que des dizaines d'existences additionnées ne suffiraient pas à égaler la richesse de son parcours, une seule réponse semble convenir. Il n'y a pas un Arnold, il y a des Arnold. Dans les contrées arides de l'Andalousie, le tournage de Conan le Barbare n'est pas de tout repos. Arnold aurait pu atteindre la tombe renfermant l'épée d'Atlante si les chiens n'avaient pas été lâchés trop tôt. Sa chute de 3 mètres sur le dos lui vaut quelques points de suture, qui s'ajoutent aux ecchymoses héritées de son combat contre le serpent géant, gardien de la tour sacrée, dont le barbare avait envie de faire un sac à main. Selon John Milius, seul Arnold est capable d'évoluer dans l'hostilité de l'âge iborien. Loué soit cette opiniâtreté, car le producteur Dino De Laurentiis n'est pas de cet avis, lui qui garde un très mauvais souvenir de sa première rencontre avec l'Autrichien, qui s'est gaussé de sa petite taille. C'est un nazi, avait-il tempêté auprès de Milius. Ce dernier lui avait rétorqué qu'il était le seul et unique nazi dans l'équipe. Une plaisanterie qui amuse alors beaucoup ce cinéaste dont les opinions politiques, à droite toutes, lui vaudra d'être blacklisté d'un monde hollywoodien majoritairement à gauche. Ce penchant politique, il le laisse largement transparaître dans Conan. Arrivé la seconde moitié du film, un vieux roi sur le déclin ordonne aux Cimmériens d'aller arracher sa fille des griffes d'une communauté religieuse qui l'a endoctrinée. En quête de nature, d'essentiel, en marge de la société, cette communauté ressemble en tout point au mouvement hippie. À l'évidence, Milius n'est pas un adepte. De la même manière qu'il écrivit Apocalypse Now pour moquer le Peace Now des hippies, il fait allusion dans Conan à un autre slogan, le Flower Power, lors de la scène où le barbare cherche un accessoire pour mieux se fondre aux côtés des disciples de Thulsa Doom, le demi-dieu à la tête de la secte. On peut trouver des fleurs par ici. Trouver des fleurs? Ah! John Milius va même plus loin pour caricaturer ceux avec qui il ne partage pas les idées, faisant du prêtre que Conan assomme un homosexuel. Voir Arnold se défouler d'aussi bon cœur sur ce prêtre pourrait laisser penser que son choix de jouer dans ce film découle d'une affinité idéologique. Il n'en est rien, ni pour celui-ci, ni pour aucun à venir. Sa présence s'explique bien plus simplement. Depuis son arrivée aux États-Unis en 1968, à l'âge de 21 ans, le cinéma s'est peu à peu immiscé dans le quotidien de ce champion de culturisme.
En ce temps-là, dès qu'Hollywood avait besoin d'une armoire à glace, on l'appelait, comme en 1970 pour le péplum parodique Hercule à New York, un baptême de feu tout ce qu'il y a de pire. En effet, difficile d'assurer une bonne prestation sans parler couramment anglais, ni avoir pris le moindre cours d'art dramatique. Résultat, l'intégralité de ses répliques fut redoublée par un Américain. You say those men were dangerous. You said those men were dangerous. Même son nom jugé trop compliqué à prononcer, n'est-ce pas là le célèbre comique Arnold Albert Schweitzer se tromperait probablement les spectateurs, fut remplacé par Arnold Strong. 6 années supplémentaires s'étaient écoulées avant qu'il puisse s'investir réellement dans le métier d'acteur avec son second rôle dans Stay Hungry, puis 5 encore pour qu'enfin on fasse de lui la vedette d'une super production, aidé par sa petite notoriété acquise avec le documentaire Pumping Iron. Reconnaissant qu'on lui donne sa chance, Conan le Barbare représente pour lui une chance unique de réaliser son rêve de devenir acteur, et en aucun cas une tribune. Toutefois, si effectivement les propos en filigrane du script de John Milius n'ont pas joué dans sa décision, Arnold avoue volontiers se reconnaître dans le dernier dialogue du film. Il y a une scène vers la fin de Conan le Barbare qui a toujours résonné en moi. Ce ne sont pas des propos tenus par Conan, mais par Thusladum, le sorcier qui oblige le jeune Conan à regarder son père se faire dévorer par les chiens et qui assassine sa mère sous ses yeux. Alors que Conan est sur le point de le tuer pour venger ses parents, Thusladum lui dit « Tu es venu à moi, mon fils. Car qui pourrait être ton père si ce n'est moi? Qui t'a donné la volonté de vivre? Je suis la montagne puissante où tu prends ta source. Quand je ne serai plus, tu n'auras jamais été. Imagine ce que serait ton monde sans moi. » Mon fils. Je me suis souvent demandé, et si mon père avait été plus chaleureux, plus gentil, est-ce que j'aurais quitté l'Autriche? Probablement pas. Et c'était bien la plus grande de mes peurs. Si je suis devenu Arnold, c'est à cause de ce qu'il m'a fait. J'ai compris que je pouvais canaliser mon éducation de façon positive au lieu de me plaindre. Je pouvais l'utiliser pour avoir une vision, me fixer des objectifs, trouver la joie. C'est sa dureté qui m'a fait quitter la maison. Elle m'a envoyé en Amérique et poussé à travailler pour réussir. Et j'en suis bien content. Je ne ressens pas le besoin de me lamenter sur mes blessures. Gustav Schwarzenegger. Une fois par semaine environ, il rentrait à la maison complètement saoul. Son retour annonçait pour sûr un déchaînement de violence tout azimut et des vociférations contre sa femme. Le lendemain, il se pliait en 4 pour obtenir le pardon de sa famille, se montrant généreux, serviable et tendre. Mais d'aussi loin qu'il se souvienne, Arnold garde en tête l'image d'un homme dur et fort qui aimait bien faire les choses lui-même. Son maître mot, la discipline. Entre les corvées, les devoirs, le sport, le travail et les activités culturelles, il en faisait baver à ses fils. Pour couronner le tout, cette suite d'épreuves avait pour décor Thal, un petit village frappé à la fin des années 40 par la famine, obligeant sa mère à faire le tour des fermes pour quémander un peu de nourriture. Sa maison n'avait ni l'eau courante, ni de douche, ni toilette à chasse d'eau. L'éducation à la dure qu'il a reçue aurait pu tourmenter Arnold, comme elle a tourmenté son frère. Ce fut au contraire ce qui lui donna la détermination d'échapper à cette existence étriquée. Même s'il aimait et admirait son père, l'image de l'Amérique véhiculée dans les magazines promettait un monde meilleur. En cela, il compare son destin à celui de Conan, son voyage à l'Est, la conquête d'un self-made man, son supplice de la roue et ses combats en arène qui ont fait de l'enfant esclave une montagne de muscles invincibles. D'autant plus que ces duels à mort de gladiateurs ne sont pas sans rappeler sa passion première qui lui a mis le pied à l'étrier. Le tournage de Conan m'a rappelé les étés d'aimant en Autriche, où avec mes copains, on jouait aux gladiateurs, au Talersi. On avait remonté le temps. On buvait du vin, on mangeait de la viande et on couchait avec des femmes. On faisait de la musculation parmi les arbres. Chaque semaine, on allumait un grand feu près du lac et on faisait cuire des brochettes avec des tomates, des oignons et de la viande. On s'allongeait sous le ciel étoilé et on tournait les brochettes jusqu'à ce qu'elles soient juste à point. C'est Freddy qui nous a inspiré cette idée de gladiateur. Pour lui, l'équilibre entre le corps et l'esprit était une sorte de religion. Lisez Platon, les Grecs ont inventé les Jeux Olympiques et la philosophie. Il faut cultiver les deux. Il nous racontait des histoires de dieux grecs et nous parlait de la beauté du corps et de la beauté idéale. Belle soirée pour une balade.
Devant l'insondable spectacle des astres, l'adolescent s'imaginait déjà sur le podium du plus grand culturiste du monde. Une voix qui le fit prendre pour modèle les statues grecques antiques, les héros de la mythologie tels Héraclès. Le jeune Arnold se fait tailleur de chair, en définissant au mieux les traits de ses abdominaux, ses dorsaux et ses pectoraux. Le burin était devenu altère, la méticulosité devenue capacité à sélectionner les bons exercices, à respecter une alimentation saine. C'est au prix de sacrifices inouïs, d'un entraînement de 4 à 5 heures par jour, 6 jours sur 7, fidèle à sa théorie du choc des muscles, consistant à ne jamais habituer ces derniers à une routine, qu'Arnold se mettra à remporter de plus en plus de prix. Joe Weider, maître du culturisme, finit par repérer ce jeune homme exceptionnel et lui offrir son ticket magique pour l'Amérique, son passeport pour un autre monde. Son intransigeance, sa rigueur, Arnold reconnaît sans peine que c'est son père qui les lui a inculqués. Reste qu'au moment de tourner Conan, il ignore à peu près tout de sa réelle implication dans la Seconde Guerre mondiale. Afin d'affronter plus sereinement l'avenir, le moment viendra où il lui faudra éclaircir ce mystère. Center of your life. It is everything you hear, everything you see, everything you feel. It is everything you are. How would you know if someone stole your mind? Une fois n'est pas coutume, Arnold s'identifie au personnage qu'il interprète. Quaid, simple ouvrier de chantier, se retrouve embarqué dans une intrigue qui bouscule les frontières de la réalité. Le monde qu'il perçoit est-il bien le monde tangible ou imaginaire créé par la société Recall? La question, l'acteur peut se la poser tant sa vie a pris un tournant extraordinaire. Le succès de Conan en 82 l'a propulsé, même si sa seconde aventure, loin d'égaler la première, a stoppé net l'envie de poursuivre ce qui devait être une saga, et les rôles cultes se sont ensuite succédés avec en tête de liste l'impavide Terminator de James Cameron, le démerdaire Major Dodge dans Predator, sans oublier le colonel John Matrix de Commando, détenant le record du plus grand nombre de victimes, 81. Violent? Oui, mais c'était des méchants. It's insane. Can you help me? Quiet! What do you think this is? A kindergarten? Désormais une star de rang international, Arnold devait s'attendre à subir un jour ou l'autre le contre-coup d'un tel statut. Quelques mois plus tôt, après s'être essayé à la comédie Jumeaux, la presse londonienne lui a passablement donné l'envie d'écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. J'apprécierais que cela ne paraisse pas en Amérique, que le journal publie des excuses, reconnaisse qu'il s'agit d'une erreur et que ces informations étaient fausses, exigea Arnold auprès du propriétaire de News of the World. Seule sa première requête fut acceptée, les faits rapportés dans l'article en question étant avérés. Le père d'Arnold aurait été un SS et aurait déporté des homosexuels et juifs. Arnold lui-même serait un admirateur secret d'Hitler, aux opinions résolument nazies et antisémites. La publication ne provoqua pas de polémique nationale grâce à l'intervention de l'intéressé, mais celui-ci sentait que la situation pourrait bien dégénérer s'il ne lançait pas une enquête à propos de son père. Son ami Mervyn Year, rabbin et fondateur du centre Vicental de Los Angeles, dédié à la préservation de la mémoire de l'Holocauste, était l'homme de la situation. Dès 1938, avant même l'annexion de l'Autriche par le Troisième Reich, Gustav Schwarzenegger a bel et bien prêté allégeance au parti nazi. Printemps 1939, il a rejoint l'armée allemande, participa à l'invasion de la Pologne puis de la France. Un itinéraire guerrier qui se termina au siège de Leningrad où il fut blessé.
Le soldat invalide et malade put bientôt rentrer au bercail et reprendre le cours de sa vie de gendarme, blanchi de tout crime, comme de nombreux membres appartenant au bas échelon de la hiérarchie. En ce qui concerne son enrôlement dans l'armée, il n'avait absolument pas le choix, quasiment aucun Autrichien n'y a échappé, commente Ursula Schwarz, historienne au Centre de documentation sur la résistance autrichienne à Vienne. Il a certes choisi son adhésion au parti nazi, mais il était difficile de faire autrement, il était policier, c'était important pour sa carrière. Conclusion, Gustave était un homme ordinaire de sa génération, ayant coulé ses vieux jours dans un pays ravagé par les bombes, sous le joug d'une armée étrangère de dénazification. Il n'y a pas de quoi être fier, mais au moins Arnold est fixé. Maintenant, le plus dur est à venir. Aucun amalgame ne doit être fait entre son père et lui. Les sources sur lesquelles s'appuient les accusations à son encontre, datant des années où sa quête était de populariser le culturisme, ne vont pas l'aider. Mon modèle, c'était Mohamed Ali. Ali cherchait toujours à dire et faire des choses mémorables et scandaleuses. Ma situation était un peu différente, parce que le culturisme était un sport beaucoup moins populaire que la boxe. Mais les règles pour attirer l'attention étaient exactement les mêmes. Lors d'une interview, j'ai fait exprès de donner un angle sexuel au culturisme, en comparant la pompe, le fait de gonfler vos muscles avec du sang oxygéné, à un orgasme. It's as satisfying to me as coming is, as having sex with a woman and coming. So can you believe how much I am in heaven? I'm like getting the feeling of coming in the gym, I'm getting the feeling of coming at home, I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I pose out in front of 5,000 people, I get the same feeling. So I'm coming day and night. I mean, it's terrific, right? Je philosophais en disant que seuls quelques hommes étaient nés pour diriger, tandis que le reste de l'humanité était là pour suivre. Et j'enchaînais sur les grands conquérants de l'histoire et les dictateurs. George a eu le bon sens d'enlever ce genre de conneries au montage. Surtout une remarque à propos d'Hitler et de son talent oratoire, que je disais admirer sans admirer ce qu'il avait fait. Je ne faisais pas toujours bien la différence entre l'incongru et le choquant. La méthode osée d'Arnold avait porté ses fruits, le culturisme devint branché grâce à ses efforts. Qu'il minimise ou non la portée de ses propos de l'époque, Arnold avoue avoir émis des préjugés sur les juifs et prononcé des mots idiots. Aujourd'hui, il met un point d'honneur à balayer tout soupçon en affichant fermement son rejet de l'idéologie nazie. Tu vas lever des fonds pour eux, tu vas te battre pour eux, et tu vas combattre cet aspect de ta personnalité qui existe peut-être ou pas. Mais c'est le jour de son mariage, le 16 avril 1986, que le malaise qu'il provoqua fit le plus de remous. Ce jour-là, les invités découvrirent, interloqués, un Arnold peigné à la militaire. L'avant-veille, l'acteur était traqué par un extraterrestre n'ayant pas une gueule de porte-bonheur, se mouvant péniblement au plus profond de la jungle mexicaine, près des ruines de la cité maya de Palenque. Arrivé à temps pour les festivités, Arnold décida, plutôt que de danser un tango ou de réclamer plus d'ail au cuisinier, de porter un toast devant 450 convives, un mélange improbable de culturistes, d'artistes, de politiques et de jet-setters hollywoodiens, au président autrichien Kurt Waldheim. Comme de nombreux sympathisants, Arnold ne prêtait nullement attention aux polémiques liées à ses prétendus antécédents nazis. Pour lui, ce n'étaient que des calomnies orchestrées par ses rivaux sociodémocrates. Pourtant, une fois son implication dans les crimes nazis avérée, Arnold, déçu, qualifiera l'affaire de symbole d'une Autriche incapable d'assumer son passé. En attendant, le mal était fait. Clarifier à répétition son point de vue ne lui permettra jamais d'éteindre totalement ce feu, soigneusement entretenu par les journaux démocrates. Si le nazisme colle alors à la peau d'Arnold, ses opinions politiques plus générales, elles, n'ont jamais été un problème tant que ses films marchaient. Mais à son premier grand échec, il en fut tout autrement. Maybe you feel the careers are a little bit on the slide down. You'd like to get into the restaurant business. J'ai vu ton dernier film, c'était formidable, lance un fan à Arnold alors qu'il passe la porte d'un restaurant. Ce dernier se retient de lui rétorquer un « va te faire foutre connard », un « sale petit enfant de putain », ou simplement lui demander s'il aime bien les omelettes. À la place, il se contente de bouillir intérieurement. Formidable, pauvre con. T'as pas lu Los Angeles Times ? Arnold l'a lu, lui, et il est effondré devant les critiques qui essuient sa dernière production, Last Action Hero.
Last Action Hero est un spectacle pervers, un amas d'action générique, grandiloquent et stupide, qui s'évertue à nous rappeler qu'il s'agit d'un amas d'action générique, grandiloquent et stupide. Oubliez Jurassic Park. Si les formes de vie en voie d'extinction vous fascinent, il vous suffit de regarder Arnold Schwarzenegger dans son rôle dans Last Action Hero. Sans le vouloir, L'Arme Fatale 3 ou Cliffhanger provoque davantage de rire que ce film tapageur et sans saveur. Last Action Hero a vraisemblablement l'arôme de quelque chose qui se termine. C'est un long, ironique et ostensible adieu au Terminator et consorts. Un adieu à Arnold si on veut aussi. Ou en tout cas à Arnold en tant qu'héros de film d'action. Relativiser, prendre du recul, rien n'apaise Arnold. Les projets ne manquent pas, sa carrière n'est pas en danger, il a même fait son plus gros carton l'année précédente avec Terminator 2, c'est juste qu'il n'est pas habitué aux défaites. Le tout Hollywood l'appelle pour compatir et ça ne lui plaît pas. À part remuer le couteau dans la plaie, l'intérêt d'en discuter encore et encore lui échappe. Comment un tel échec a-t-il pu se produire ? Fixer la date de sortie au coude à coude avec celle de Jurassic Park était une première erreur, même s'il pensait pouvoir faire le poids. The Last Action Hero and Jurassic Park, all in one picture, and this is why this is going to be the big splash and smash. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas tué les dinosaures avec l'ère glaciaire que son film mérite d'être traîné dans la boue. Oui, les personnages de Last Action Hero n'ont rien de plausible. Bien sûr, l'intrigue est téléphonée. C'est la maniaque à John McTiernan de tourner en dérision tout un pan cinématographique des années 80-90 auquel il a contribué, de revenir avec tendresse sur le temps où une génération de réalisateurs se sont mis à muscler leurs séquences d'action, à user de cascades improbables et d'effets spéciaux révolutionnaires pour offrir au public du grand spectacle. Ce n'était pas tant le réalisme qui importait que l'aptitude d'Arnold à lâcher le bon mot après avoir lancé son couteau dans le torse d'un ennemi, aiguise-moi ça. ou briser la nuque de son voisin de vol. Ne dérangez pas mon ami. Il est mort de fatigue. Dans cette tradition, Last Action Hero assume ne pas se prendre au sérieux et enchaîne les répliques comiques. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes par exemple. C'est comme si enfin un grand malentendu était dissipé. Ces blockbusters pour lesquels les foules se sont déplacées pendant toutes ces années ne sont pas des films d'action mais des comédies. À l'instar de ce qu'affirmait Mel Gibson sur le tournage de Mad Max Au-delà du Dôme du Tonnerre. I think this is a comedy. George Miller knows. George Miller does know, and I think he thinks it's funny too. I think there's a lot to laugh at in these films. I mean, they're so black, in a way. Underneath it all, I think you can actually see that whoever is behind it is having a little joke. You know the way they say violence breeds violence. People go to violent movies. No, they act violently. It's more in a very humorous way done, you know? I mean, there's a lot of humor in the movie. En plaçant le spectateur du point de vue d'un adolescent, à mi-chemin entre l'insouciance et la crise propre à cet âge, le film prend une dimension qui a échappé aux critiques selon Arnold. Qu'importe, en ce qui le concerne, il considère que cet acharnement est politique. Make no mistake, Jack Slater is the Last Action Hero. Jack, it's Benedict and his Rottweiler. Impliqué dans la promotion du film en tant que producteur délégué, lui et son équipe ont dégainé l'artillerie lourde niveau marketing. Big mistake. Jouets, jeux vidéo, opération avec Burger King à $20 millions, première pub destinée à être affichée sur une fusée, et une immense statue gonflable de Jack Slater sont chargés de rendre l'événement incontournable. Une communication démesurée, excessive, de quoi dégoûter les critiques avant même la sortie du film, critiques qui célébraient après 12 ans de règne républicain l'arrivée au pouvoir de Bill Clinton, et avec lui la fin de l'argent roi, l'héroïsme militaire, le machisme et la violence. Parce que le béret vert que t'as devant toi va te buter la gueule. Mais c'est pas vrai de voir des machos pareils. Place maintenant à Forrest Gump, récompensé par 6 Oscars, porte-étendard d'une nouvelle ère se voulant plus cérébrale et pacifiste. Arnold, ouvertement républicain depuis ses débuts, juge faire les frais de cette transition, du ras-le-bol des chroniqueurs envers les vestiges de ce qui sera rétrospectivement qualifié de cinéma réganien. Peu importe la pression, ses convictions sont ce qu'elles sont et elles ne changeront pas. S'il a choisi le camp des conservateurs en débarquant à Los Angeles, c'est pour de bonnes raisons. Le discours de Nixon est resté gravé dans sa mémoire. I see a day when every child in this land, regardless of his background, has a chance for the best education that our wisdom and schools can provide and an equal chance to go just as high as his talents will take him. I said to myself, I said, what party is he from? And my friend was a Democrat. And he says, oh, it's disgusting. He says, he's a Republican. And I said, well, you know something,
then I'm a Republican. I say, because I love what this guy says. À ses yeux, l'Amérique des années 70 qu'il a accueillie est sacrée. Sa reconnaissance envers elle est éternelle et il ne souhaite qu'une chose, qu'elle retrouve son état de grâce. C'est logique quand on sait qu'elle a fait de lui un homme riche avant même qu'il ait débuté sa carrière d'acteur. Un avantage qui lui offrit le luxe de refuser les mauvais rôles, là où d'autres acceptaient pour payer leurs factures. Il se souvient pourtant avoir été déçu par sa première excursion sur les collines d'Hollywood, loin de ressembler à ce qu'en montraient les cartes postales. Rien qui fasse sauter une braguette. Mais la facilité d'y entreprendre dépassa toutes ses espérances, lui qui ne comptait pas se satisfaire de son salaire de culturiste. En Amérique, contrairement à ce qui se passe en Europe, ce n'est pas bien compliqué de monter sa boîte. Je me suis rendu à l'hôtel de ville, j'ai déboursé 3,75 $ pour obtenir une autorisation. Personne ne me harcelait de questions. Les gens étaient aimables, gentils et arrangeants. Quand avec Franco, mon meilleur ami, on a lancé une entreprise de maçonnerie, on n'en revenait pas. Franco s'est exclamé « Voilà pourquoi on dit que c'est le pays des opportunités ». Tel le Terminator faisant face au panorama immense de Los Angeles, Arnold, nu, s'apprêtait à bouleverser son monde. Si quelqu'un lui avait demandé ce qu'il était venu prendre, il aurait répondu « tout ». Dans le bâtiment ou par le biais d'un business de fascicules capitalisant sur sa renommée de culturiste, tous les moyens étaient bons pour grossir ses profits. Mais l'origine de sa fortune, ce fut l'immobilier. Associé à une professionnelle et apprenant assidûment le métier, les prix pratiqués dans sa ville finirent ne plus avoir de secret pour un Arnold à l'affût de la bonne affaire. Un jour, il jeta son dévolu sur un immeuble dans lequel il emménagea, avec pour projet de payer son crédit via le loyer des autres appartements. Son épargne de 27 000 $ plus 10 000 prêtés par Joe Wader partirent en fumée dans une dette de 215 000 $. Ses camarades restèrent pantois devant les risques que prenait cet homme qui, s'il avait le sentiment que quelque chose lui était dû, se servait. Debout à l'aube et couché tard, non seulement Arnold n'amoindrissait pas son entraînement draconien, cumulait des titres, mais guettait aussi la moindre occasion de doubler, tripler, voire quadrupler ses gains. Les périodes d'inflation et les hausses de prix de l'immobilier aidant, l'année 1981 fut mémorable, il empocha son premier million conjointement à l'investiture de Ronald Reagan, pour qui il aurait évidemment voté s'il avait eu la nationalité américaine. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Ses yeux brillaient devant ce nouveau président, incarnant selon lui les valeurs du plus grand pays au monde. Mes convictions politiques me rangeaient du côté des conservateurs, comme beaucoup d'émigrés qui ont réussi. Je voulais que l'Amérique reste le bastion de la libre entreprise et faire tout mon possible pour qu'elle ne suive pas la voie européenne de la bureaucratie et de la stagnation. Son souvenir de l'Europe, de l'Autriche interventionniste aux institutions publiques envahissantes, où fonctionnaires de police étaient ce qu'il pouvait rêver de mieux pour son avenir, avait exclu toute idée de retour à la maison. À son sens, c'est cette image de républicain convaincu qui lui joue des tours pour Last Action Hero. La politique se mêle au cinéma, sa vie réelle empiète sur la fictive. Son poste au sein du President's Council on Physical Fitness lui est même retiré au changement de gouvernement. La réplique de Jack Slater à Schwarzenegger prend tout son sens. Je n'aime pas du tout ce que tu es. Tu ne m'as jamais fait que du mal. La dimension prophétique de Last Action Hero ne s'arrête pas là. Le dernier héros d'action annonce en effet l'achèvement du cycle des gros bras, mettant à mal la carrière de Stallone, Van Damme et d'autres. Si Arnold va résister mieux qu'eux aux côtés de son fidèle ami James Cameron et True Lies, en tirant à vue dans L'Effaceur, ou en se mettant à la poursuite d'un Turboman dans la course aux jouets, la fin des temps marque la fin de son temps, le déclin d'un quinquagénaire duquel les problèmes de santé dissuadent les studios de proposer des scripts. Alors que le Terminator de trop sort, le moment de passer à autre chose se fait sentir, de faire en sorte que ces terres si favorables aux entrepreneurs de talent comme lui retrouvent leur fertilité d'antan. And who is going to fight the administration when they are basically costing us jobs. And it's completely hypocritical of Arnold to come here. Let me finish. Right now, not about Let me finish. You know, this is completely impolite. This is the way you treat women. We know that, but not now. But that was a direct and personal attack on Mr. Schwarzenegger, so would you respond?
I would just like to say that I just realized that I have a perfect part for you in Terminator 4. That's it. À défaut de pouvoir rivaliser dans le domaine des connaissances techniques, Arnold est plus que quiconque habitué à casser la baraque. Et ça tombe bien, car ce débat est décisif. Le ménage a été fait parmi les 135 candidats farfelus, et la finale se joue entre lui et 4 adversaires sérieux. Sa préparation intensive porte ses fruits, sa répartie lui met le public dans la poche. Your personal income tax have the biggest loophole. I can drive my Hummer through it, that's how big the loophole is. Let me tell you something. Sa stratégie, décontenancer, laisser ses concurrents s'embourber par eux-mêmes dans leurs erreurs. You know, you've been saying so many things and then contradicting them a few weeks later. First of all, the day you decided to run, you told us you're not going to take any special interest money. We're talking about local government, I believe. Excuse me, I believe you're off subject. We're talking about... Et jouer de sa position d'outsider en politique. Qui de mieux qu'un homme d'affaires à succès pour diriger une usine à gaz telle que l'État de Californie? It doesn't surprise me that this comes from you because you've never run a business. I'm the only one here that has run businesses, developed businesses, and has made the payroll, and has paid for workers' compensation, has taken care of the healthcare of the employees and stuff like that. You've never done it, so it's easy for you to sit there because you're only used to signing the check in the back, but not in the front. You've never signed a check in the front. Entre spectacles et discussions de fond, Arnold marque des points et les sondages lui prédisent une victoire éclatante. 48,6% des votants s'en remettent à lui, l'immigré parti de rien, l'acteur populaire, le businessman avisé, le symbole du rêve américain avec qui la formule « pas de destin mais ce que nous faisons » prend vie. En espérant que derrière l'homme à qui ils viennent de confier le pouvoir, ne se cache pas une machine sans empathie à la solde de Skynet. You know, a lot of friends of mine have asked me if I'm crazy to run for governor. They say to me that I have the best life in the world, that I have a great career ahead of me, I have a lot of money, a wonderful family, and I know that when I get into politics, they will try to tear me down. But my answer to them is very simple. I wouldn't have all of those things if it wouldn't be for California. California has given me endless opportunities to create this great career, the money, the wonderful family, and the businesses that I have. Now I want to give something back. When I came over here to California, I had absolutely nothing. I had just one thing, which was a dream, a big dream, to come to the greatest state of the greatest country in the world, to the Golden State, to California. But now our politicians have let us down. Our budget is in a crisis, and we have to do something about it. The politicians are now punishing the people for the mistakes that they have made in Sacramento. They're asking to increase the taxes. They're driving businesses out of the state and jobs out of the state. We have to change that. We need new leadership. This is what this is all about. And I want to go to Sacramento, and I want to work for you. I want you to vote for me on October 7th. I know that together we can do a lot of great things. Thank you very much. I, Arnold Schwarzenegger. I, Arnold Schwarzenegger. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will support and defend. That I will support and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. Au vu de ce qui attend Arnold, un collaborateur aurait tout à fait pu lui dire « Tu aurais vraiment dû choisir un autre métier ». Une première année de mandat s'écoule, sagement, le temps que ses équipes se consolident. Arrive maintenant le moment de passer à la vitesse supérieure. Au programme, 3 grandes mesures libérales censées être adoptées au moyen d'initiatives populaires. L'intérêt de cette démarche réside dans sa capacité à ce que des millions de signatures se substituent au vote du Parlement. Un référendum de fortune, efficace lorsqu'il s'agit de réformer des secteurs récalcitrants. Celui sur la baisse des indemnisations des travailleurs a réussi de cette façon, alors que les parlementaires ne l'auraient jamais accepté. Dans son élan, optimiste, celui qu'on appelle le gouvernateur poursuit son œuvre sans se rendre compte que sa méthode a des limites. En s'attaquant cette fois-ci à 3 des plus grands syndicats de fonctionnaires, le personnel pénitentiaire, les profs et les employés de l'État, la guerre qu'il déclare est perdue d'avance, avec pour conséquence l'effondrement drastique de sa cote de popularité. Se souvenant de la fois où il avait touché au tabou des syndicats d'enseignants sur le bénévolat dans les écoles, faisant le constat qu'il ne se souciait pas des enfants comme il le prétendait, mais d'obtenir plus de postes, il pense que la résistance à laquelle il se confronte, aussi regrettable soit-elle, est compréhensible. Ils défendent leur chapelle. A gentleman came up to me and said, Governor, you are as good a politician as you were an actor. What a cheap shot. L'échec de la politique d'Arnold est riche en enseignements.
Par bien des aspects, sa façon de gouverner a péché par excès de confiance, et il s'est fourvoyé en pensant que le peuple voudrait s'impliquer à ce point, alors qu'il sort d'un éprouvant vote de destitution. Si on l'a élu, c'est pour que ce soit lui qui règle les problèmes, qu'il sauve leur monde comme il l'a sauvé de nombreuses fois dans ses films. Aussi, il reconnaît n'avoir pensé qu'à modeler l'État comme il aimerait qu'il le soit pour lui-même, au point d'en oublier sa conviction politique la plus essentielle, le centrisme. Centriste ne veut pas dire faible. Ça ne veut pas dire fade ou tiédasse. Ça veut dire équilibré et stable. Le peuple américain est centriste par instinct. Il faut que notre gouvernement le soit lui aussi. Il faut que les partis politiques d'Amérique reviennent au centre, là où se trouvent les gens. La droite et la gauche n'ont pas le monopole de la conscience. Il ne faut pas les laisser tirer leur épingle du jeu. On peut être centriste et avoir des principes. On peut rechercher le consensus en gardant ses convictions. Existe-t-il meilleur principe que celui de renoncer en partie à ses positions au nom du bien commun? C'est comme ça que ce pays a pu se doter d'une constitution. S'ils n'avaient pas fait de compromis, nos pères fondateurs seraient encore en réunion au Holiday Inn de Philadelphie. Le gouverneur est fatigué de la confrontation entre démocrates et républicains, entre la gauche et la droite. Ce sectarisme est responsable des stagnations, pense-t-il. Le moindre changement demande d'entrer dans une guerre de communication tant l'absence de compromis fait force de loi. Son désir de conciliation est somme toute naturel, habitué qu'il est à l'altérité. En effet, sa femme n'est autre que Maria Shriver, de la grande famille des Kennedy, le plus célèbre des clans démocrates du pays. Arnold adore sa belle famille et il n'a jamais eu de problème à fréquenter des personnes aux idées opposées aux siennes, sinon, comment aurait-il pu s'intégrer au microcosme hollywoodien? En fait, au fil des décennies, confronté à la réalité politique, il a remis en question nombre de ses certitudes libérales. Lorsqu'on met les mains dans le cambouis, les principes de pur laisser-faire échouent. Il y a un fossé entre la théorie et la réalité. Toute incarnation du rêve américain qu'il soit, il s'est résolu à relativiser l'égalité des chances. Jusque-là, je pensais incarner le rêve américain. Si un gosse comme moi avait réussi, tout le monde devrait pouvoir y arriver. Eh bien non. Mon travail dans les écoles m'a montré qu'il ne suffisait pas d'être né aux États-Unis. Dans les quartiers défavorisés, les gamins n'osaient même pas rêver. J'ai réfléchi à ce que j'avais et à ce que ces mômes n'avaient pas. Moi aussi, j'ai grandi dans la pauvreté, mais j'avais en moi le feu du succès et des parents qui m'encourageaient tout en m'enseignant la discipline. Je faisais du sport après l'école, avec des entraîneurs et des équipiers qui me servaient de modèle. J'avais des mentors qui me disaient « Tu peux le faire, Arnold » et me permettaient d'y croire. Combien d'enfants des cités disposent de tels outils? Combien apprennent la discipline et la détermination? Combien bénéficient des encouragements qui leur permettraient au moins d'entrevoir leurs propres valeurs? On leur dit qu'ils sont piégés. Ils constatent que la plupart des adultes autour d'eux le sont. Les écoles ont peu de moyens, les enseignants sont éreintés sans toujours être les meilleurs, et les mentors sont rares. Autour d'eux, il n'y a que des familles dans le dénuement et des gangs. En 2006, les saillies provocantes et les caricatures se raréfient. Engageant des démocrates à ses côtés, il se veut le gouverneur de tous les Californiens. Même les plus farouches défenseurs de l'État-providence n'auraient osé imaginer les mesures en préparation, programme sans précédent de travaux publics, budget nettement haussé en faveur de l'éducation et de la santé, initiative écologique à la pointe de la technologie. Un net virage à gauche, payant. 56% des votants décident de reconduire le mandat d'Arnold pour 3 années supplémentaires, grâce au soutien de plusieurs démocrates et indépendantistes. Certains républicains, eux, préfèrent prendre de la distance, se rapprochant de la droite dure du futur président Trump, l'ennemi à venir d'Arnold. Au sortir de sa fonction, la vision qu'avait Arnold de l'exercice du pouvoir a bien changé. Personne ne peut se figurer combien il est difficile, comprendre à quel point il est impossible de faire des miracles comme voudraient le faire croire les populistes. Dorénavant, le regard qu'il porte sur son prédécesseur destitué tend vers l'indulgence, comprenant que la conjoncture économique a davantage joué que son inaptitude à gouverner. C'est plus facile de satisfaire le peuple quand les affaires marchent et les finances publiques sont saines que quand le monde traverse une crise. Cette réflexion et bien d'autres, Arnold décide de les regrouper en 2012 dans son autobiographie. L'occasion de revenir sur le chemin parcouru, lui qui ne regarde que rarement dans le rétroviseur, évoquer ses exploits que seule une machine aurait normalement pu accomplir. Mais l'ultime chapitre de son livre révèle la vérité. Arnold n'est pas le fils de Zeus, ni un T-800, même si, lors des prises de vue de Terminator, il disait rêver en être une pour se dispenser de sommeil. Il n'est pas un dieu, pas un géant, comme dirait le père de Conan. Arnold n'est qu'un simple homme.
peine Arnold congédié de son poste de gouverneur, Maria prend rendez-vous chez leur conseiller conjugal. Un rendez-vous spécial. L'emploi du temps chargé d'Arnold les a éloignés et ce genre de séance n'a rien d'étonnant. Mais cette fois-ci, la femme d'Arnold a quelque chose derrière la tête. Dans un cabinet de thérapeute calfeutré, au décor minimaliste et aux couleurs neutres, le conseiller n'y va pas par 4 chemins. Si Maria a souhaité venir aujourd'hui, c'est pour vous interroger à propos d'un enfant. Le temps s'arrête. Le courage a toujours manqué à Arnold pour aborder ce sujet. L'histoire remonte à 1996, alors qu'il incarnait la brute épaisse Mr. Freeze dans le mitigé Batman et Robin. Une fois son armure retirée, son stock de blagues écoulé... Ne compte pas me mettre au frais. Permets-moi de rester de glace. Je crois que j'ai jeté un froid. Il rentrait chez lui sans personne pour l'accueillir. Maria et les enfants étaient partis en vacances. Personne, sauf sa femme de ménage, Mildred. Nez à nez dans la chambre d'amis, le désir sexuel était trop fort. 9 mois plus tard naissait le fruit de cet adultère, le petit Joseph. Pensant que c'était le bébé du mari de Mildred, Arnold ne le reconnut comme son fils qu'à l'adolescence, lorsque le doute n'était plus permis. Dos au mur, le voilà bien obligé de tout avouer. Pour autant, aucune excuse ne pourra faire en sorte que les choses redeviennent comme avant. Considère ça comme un divorce. Malgré tout, dans son autobiographie, rédigée 1 an après cette séparation, comme si elle était destinée exclusivement à Maria, Arnold s'exprime longuement sur sa faute. Une bonne manière d'énoncer les faits sans faire face à la tristesse, la colère et l'amertume de la femme bafouée, et, éventuellement, tenter de la reconquérir. Bien que Maria et moi soyons toujours séparés à l'heure où j'écris ces lignes, je m'efforce encore devant tout le monde de faire comme si on était ensemble. Elle a de bonnes raisons d'être amèrement déçue et ne me regardera plus jamais du même œil. Le divorce est en cours, mais je caresse toujours l'espoir qu'un jour Maria et moi redeviendrons mari et femme, et nous formerons à nouveau une famille avec nos enfants. Vous vous dites sans doute que je me berce d'illusions, mais c'est comme ça que fonctionne mon esprit. J'aime toujours Maria et je suis un optimiste. Toute ma vie, je me suis focalisé sur le positif. Je suis optimiste quant à nos chances de nous remettre ensemble. L'optimisme à toute épreuve d'Arnold n'aboutira pas. Chacun reconstruira sa vie de son côté, autant privé que professionnel. En politique, l'ex-gouverneur milite toujours pour diverses causes, écologiques majoritairement, et a ouvert l'Institut Schwarzenegger, dédié à l'étude de la politique internationale, un cadre idéal ni conservateur ni progressiste. Il cultive l'ouverture d'esprit, à l'image du centrisme qui lui tient tant à cœur. La sortie de son autobiographie correspond aussi à son retour au grand écran, aux côtés de ses copains costauds, The Expendables. Même s'il voulait éviter ça, ressasser le passé et tenter de ressusciter ses gloires d'antan, le voilà à nouveau à l'Observatoire Griffiths, 30 ans pile après le tournage du premier Terminator, à rejouer son personnage le plus vénéré de tous. Il a été question d'un nouveau Conan aussi, d'un Last Action Hero 2, ainsi que d'une suite à jumeaux, triplée, avec Eddie Murphy. Arnold s'attache donc tant qu'il le peut à suivre sa formule préférée. Il reviendra. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça aura mis du temps avant qu'elle prenne forme, mais ça y est, enfin, la voilà. À mon avis, je ne sais pas encore, mais là, elle sera sans doute pas monétisée, à cause du titre, notamment. Donc, si vous avez quelques euros de côté, n'hésitez pas à me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee, c'est ce qui me permet, moi, de vivre, de me rémunérer via mes vidéos, et ainsi de continuer à faire des vidéos sur YouTube. Voilà. J'aimerais remercier plusieurs personnes pour cette vidéo aussi. Déjà en premier, Tonton Benz, qui m'accueille dans ce décor que vous voyez autour de moi depuis quelques épisodes, chaque mois, donc c'est vraiment super sympa de sa part. Lui aussi fait des portraits, donc allez jeter un œil, je pense que vous allez apprécier. J'aimerais également remercier Superflame qui a incarné Arnold dans cet épisode. Superflame, pour ceux qui ne connaissent pas, lui c'est un doubleur et il fait plein de formats différents en jouant avec sa capacité à faire plein de personnages différents. Pareil, ça vaut le détour, allez voir ces vidéos. Et enfin, je termine en auto-promo, j'ai lancé un nouveau format il y a 2 mois, qui s'appelle Vidéo Essai, où cette fois-ci je prends un personnage de fiction et j'essaie d'en tirer des thématiques, des réflexions. Le premier épisode, il avait été consacré à Jack Dawson, le héros de Titanic. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont passés à côté, allez la voir, parce que c'est vraiment un truc que je trouve... voilà, j'en suis assez fier, j'aimerais bien que vous me disiez plus ce que vous en avez pensé.
Voilà, c'est à peu près tout. Je vous donne rendez-vous le mois prochain ou le mois suivant, en fonction de combien de temps va prendre la production de la prochaine vidéo. Et voilà, je vous dis à bientôt. Bye!